Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV. Et aujourd'hui, je reçois Eliette Roux. Eliette, vous êtes directrice générale de la Business Unit de Nexans. Nexans est un leader mondial de la fabrication de câbles. On va en parler, c'est un domaine hautement stratégique aussi, avec beaucoup d'enjeux. Très grande entreprise de l'industrie française, où évidemment il y a peu de femmes. Oui, il est vrai qu'il y a peu de femmes. Néanmoins, écoutez, j'en suis un exemple de la possibilité d'avoir des femmes dans cette industrie. Et c'est justement l'industrie qui m'amène à ce poste. J'ai démarré en tant qu'ingénieur de formation. Et l'industrie m'a toujours attirée puisque je vois l'industrie comme une manière de concevoir des choses et de rendre les choses tangibles et accessibles à tous. Et en l'occurrence, dans le secteur de l'énergie qui concerne le câble, c'est l'accès à l'énergie pour tous. Sachant que c'est porteur de sens. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, finalement, dans ma carrière, après mon école d'ingénieur, j'ai démarré dans l'aéronautique et en l'occurrence la défense. Chez Dassault Aviation. Voilà, chez Dassault Aviation, en travaillant sur le programme de l'armement du Rafale. Et c'est vrai que c'était moins porteur de sens que ça ne l'est que de rejoindre le secteur de l'énergie, la transition énergétique. Bien sûr. C'est pour ça qu'après quelques années chez Dassault Aviation, je suis allée chez Schneider Electric. Et j'avais également envie de pouvoir contribuer de façon plus globale, donc internationale. Donc en fait, c'est vrai que j'ai fait essentiellement la plus grande partie de ma carrière à l'étranger. En fait, c'est la première fois que je me retrouve aussi longtemps basée en France, même si aujourd'hui la business unit dont je m'occupe distribue, vend et produit d'ailleurs mondialement les produits pour l'électrification. Voilà, donc en fait, ce qui était intéressant dans ma carrière, ça a été d'aller voir à l'étranger, de vivre à l'étranger d'ailleurs. C'est ce que vous dites préférez moins de technique et plus de terrain. C'est ce qui vous a porté ou je ne dirais pas ça, je dirais se rapprocher des clients pour bien comprendre les besoins qui sont rencontrés. Utiliser la technique parce que mine de rien dans ces métiers liés à l'industrie, on a besoin d'un certain niveau de connaissance technique, de la compréhension de ces besoins côté client, mais c'est surtout pouvoir être, comme vous l'avez dit, en proximité. C'est là où on apprend le plus d'ailleurs, on apprend le plus vite, on apprend d'ailleurs souvent le plus des problèmes des clients. Oui, bien sûr, quand on a comme on dit, les mains dans le cambouis. Exactement. Et ça continue on va dire, à être dans ma carrière quelque chose de très important, d'être sur le terrain, au contact des équipes, qu'elles soient dans l'entreprise ou chez le client. Un moteur. Comment vous expliquez le fait que ce secteur soit moins porteur chez les filles et déjà, pour commencer, les écoles d'ingénieurs? Eh bien, il est vrai qu'il y a certains secteurs d'ingénierie qui sont moins porteurs que d'autres et qui l'ont d'ailleurs toujours été. Donc moi, je viens du secteur de la mécanique, l'électromécanique. C'est un secteur effectivement qui est peu connu tout simplement parce qu'il adresse des équipements et des systèmes qui sont en général invisibles de tous. Donc je prends l'exemple des câbles qui servent à construire les réseaux électriques. Le réseau, finalement, il est partout. Il est partout autour de nous dans cette pièce, il est sous nos pieds, on ne le voit pas. Et pourtant, sans ça, pas de lumière, pas de vidéo, pas de wifi, rien. Absolument. Pas d'électrification sans câble. L'électrification, c'est un enjeu majeur. Ça ne se voit pas, les câbles, c'est ce que vous disiez, donc on en parle peu. Pourtant, c'est un défi absolument colossal pour la France, d'ailleurs, qui devrait être bien plus câblé, entre guillemets. Expliquez-nous pourquoi ce désintérêt et l'enjeu qui est à venir. Alors je dirais que c'est un désintérêt qui s'est achevé, on va dire, ces dernières années, puisque on est maintenant dans une phase de l'hypercycle de l'électrification qui, je souhaite préciser, doit être durable. C'est-à-dire qu'on doit le faire en préservant notre environnement et en créant le moins d'impact carbone possible. Donc aujourd'hui, la France est un leader dans cette électrification carbonée. Alors vous l'avez dit, la France a été en avance après la guerre pour électrifier le pays. Donc on est un pays qui est 100% électrifié, avec de l'énergie décarbonée d'ailleurs, grâce au nucléaire typiquement. Et là, en fait, on se retrouve face à un défi qui est que les besoins sont tels pour l'électrification liée aux énergies renouvelables et à nos usages, le véhicule électrique, les pompes à chaleur, qu'on est obligé à la fois de rénover le réseau existant, mais de créer de nouveaux réseaux. Des installations pas assez puissantes aujourd'hui. Exactement. Et des grandes villes qui ont des installations trop vieilles, donc il faut rénover, vous le disiez.
C'est toujours le cuivre qui est le fil conducteur. Alors c'est le cuivre et l'aluminium. Oui. Alors le cuivre, il est vrai qui a été déjà déclaré en pénurie. Hein. La guerre du cuivre est déclarée. Exactement. Et l'aluminium qui a également été déclaré fin de l'année dernière comme métal critique pour la transition énergétique. Pourquoi? Parce que nous tous, tout le monde dans la planète entière, on est en train de piocher dans les mêmes sources de cuivre et de métal pour cette transition énergétique. Énergie non inépuisable. Tout à fait. Mais renouvelable, néanmoins, le cuivre. Alors, pas forcément renouvelable, mais que l'on peut recycler et que l'on peut... voilà. Et donc, on peut créer une certaine circularité. Mais ça nécessite de s'organiser en filière. Alors, l'enjeu de mettre ces câbles en place, Nexans était le premier au monde à installer des câbles supraconducteurs. Expliquez-nous l'enjeu de ces câbles supraconducteurs. Oui, alors c'est une partie de ce que Nexans fait. Les câbles supraconducteurs, c'est en l'occurrence, par exemple, pour éviter des coupures, comme on a vu aujourd'hui à Paris, enfin aujourd'hui, il y a quelques temps, dans la gare Montparnasse. C'est une technologie de pointe, avancée. Néanmoins, celle-ci, au regard de tous les besoins que l'on a sur les fermes éoliennes en mer, par exemple, où on a besoin de haute tension, et après pouvoir faire véhiculer cette énergie jusqu'à nos villes, où on a besoin d'avoir accès à cette énergie verte, c'est ça le grand enjeu, et de pouvoir faire circuler cette énergie un peu partout, entre pays, au-delà des océans et entre continents, pour créer les autoroutes de l'énergie dont le monde a besoin. Absolument. Critique aussi la main-d'œuvre, le savoir-faire, les ouvriers pour mettre en place tous ces réseaux de câbles. Où est-ce qu'on en est et que faudrait-il finalement pour que ce réseau soit mis en place? Mais c'est vrai qu'il y a à la fois l'aspect de produire ces câbles et les accessoires qui sont liés à ces câbles, mais également pouvoir les installer. Et dans ces deux métiers, on rencontre des pénuries de compétences, tout simplement parce que, je l'explique souvent, on ne forme pas à la fabrication et à la pose de câbles à l'école. Ce qui veut dire que donc une fois que... Ça s'apprend sur le terrain. Ça s'apprend sur le terrain, que ce soit dans l'usine ou que ce soit sur un chantier, dans une tranchée, parce que je précise que c'est là que ça se passe la plupart du temps. Effectivement, une nécessité de former des compétences, de reconvertir des compétences. Donc on a des grands enjeux humains qui se cachent derrière l'enjeu du réseau électrique d'aujourd'hui et de demain pour la France et pour l'Europe. Et justement, pour les former, ces personnes, combien de temps ça prend? C'est le même problème que pour les infirmières, ça prend 3 ans chez Nexans pour former quelqu'un pour justement être optimum pour mettre ces câbles en place. Qu'est-ce que ça demande? Alors donc dans les métiers qui sont liés à nos usines, il est clair que ça demande des années selon si on est sur des métiers plus ou moins complexes. Donc typiquement sur des métiers qui sont liés à la métallurgie ou à la plasturgie, il peut falloir jusqu'à 1 an, 2 ans pour pouvoir former des gens. À l'inverse, il est clair que sur les chantiers, ça nécessite moins de temps, mais néanmoins, ça nécessite tout de même de certifier, qualifier ces personnes. Oui, parce que il faut que ce soit bien fait et qu'il n'y ait pas de risque. Donc là aussi, il faut être très vigilant. Oui. Donc la formation se fait chez Nexans finalement. Quand elle peut se faire chez Nexans, elle se fait aussi avec nos clients. Typiquement, on fait partie de ce qu'on appelle l'école des réseaux en France, qui a vocation à créer plus de 100 000 compétences sur les prochaines années pour pouvoir installer tous ces réseaux électriques. Le groupe a aussi tous ces câbles qui sont inactifs aujourd'hui. Ça aussi, c'est un enjeu. Il faut pouvoir s'en resservir, les recycler. Oui, c'est ça. Alors après, vous savez, comme c'est un métier qui se rapproche du génie civil, quand on doit enlever des câbles qui ne sont plus utilisés. Alors déjà, il faut savoir si ces câbles ne sont plus utilisés, ce n'est pas toujours le cas. Il faut pouvoir les identifier déjà. Il faut les identifier, puis une fois qu'on les a identifiés, certaines fois, ça coûte tellement cher de les ressortir de terre qu'en général, ils restent là. Donc on en revient au fait que l'empreinte des câbles sur notre paysage national est forte. Et donc, il est vrai qu'aussi, tant qu'on peut les récupérer pour pouvoir les réinjecter et en récupérer à nouveau des câbles en aluminium ou en cuivre, c'est essentiel pour nous. Donc, la modernisation de ce réseau électrique est un enjeu colossal, j'imagine. Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait demain pour que ce soit en fait, il est colossal parce qu'il arrive au même moment que l'enjeu de créer des nouveaux réseaux pour connecter toutes ces énergies renouvelables solaires et éoliennes. C'est le fait que les deux événements arrivent en même temps. S'il ne s'agissait que de rénover l'existant, j'allais dire, Oui, on a beaucoup misé sur quelles vont être ces énergies renouvelables, mais on n'a pas pensé à mais comment est-ce qu'on va les acheminer finalement. On y a pensé, surtout en France, mais néanmoins, ces besoins sont devenus tels parce qu'aujourd'hui, nous tous, on a envie de pouvoir avoir la connectivité de son véhicule électrique. Bien sûr. Mais ça ne peut se faire que si derrière, il y a une source d'énergie qui permet d'alimenter ce véhicule. Absolument. Voilà.
On va passer à la question de l'IWF. L'IWF, c'est le International Women's Forum France, l'association qui organise les assises de la parité et qui, évidemment, fait bouger les lignes à ce sujet. Et c'est juste après le jingle. La question de l'International Women's Forum pour vous, Eliette Roux. Pouvez-vous partager quelques exemples concrets d'actions et d'initiatives que vous ou votre organisation avez prises pour promouvoir la parité et la RSE ? Eh bien, vis-à-vis des actions, d'abord, je tiens à rappeler, on est dans un contexte où Nexans a décidé d'être neutre carbone à horizon 2050. Oui. Ce qui implique que d'un point de vue du choix de l'entreprise, du choix stratégique de l'entreprise, on met des actions en place déjà depuis des années pour pouvoir y arriver. Et il est vrai qu'un des axes majeurs pour Nexans, c'est l'innovation. Et l'innovation est permise par la RSE, permise par la diversité au sein de la RSE. Donc, démarrant par la RSE, typiquement, tout à l'heure, je vous parlais de l'enjeu des réseaux électriques. Eh bien, on développe avec nos équipes des câbles qui sont dits bas carbone. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en France, les 2 directions techniques que l'on a sont menées par des femmes. Voilà. Donc, on féminise nos équipes techniques et on féminise nos équipes également dans les usines. Ça passe par quoi ces câbles bas carbone ? Alors ça passe essentiellement par le fait que le métal qui est utilisé, l'aluminium, est lui bas carbone. Oui. Et puis également le plastique qui est utilisé, qui est du polyéthylène, est recyclé. Forcément. Et c'est ça qui aide à réduire l'empreinte carbone. Et là, on va vers des nouvelles technologies de ces câbles qui aussi incluent de l'aluminium recyclé. Ce qui veut dire que l'on récupère les câbles, par exemple, des chantiers et on les réinjecte dans un circuit de recyclage et enfin, à nouveau dans l'usine pour pouvoir avoir des câbles qui sont plus durable en termes d'environnement. Donc ça, c'est l'objectif d'ici à 2050. C'est en ce moment. Voilà. Alors, disons que c'est en ce moment pour arriver à 2050. Absolument. La question du média positif à présent. Le média positif, c'est un média qui est sur les réseaux sociaux et qui ne vous propose que des bonnes nouvelles. Ça tombe bien, ici aussi, c'est ce qu'on fait. Donc, des bonnes nouvelles, des initiatives qui inspirent. C'est juste après le jingle. La question du média positif, Eliette Roux, quelles sont les valeurs qui représentent le plus Nexans et comment se traduisent-elles concrètement ? Alors chez Nexans, nous avons 3 valeurs, pionnier, engagé et uni. Pour pouvoir faire ça, on a décidé de choisir un modèle stratégique qui s'appelle E3. Alors E3 pour engagement, environnement et économique. Et ces 3 dimensions, pas l'une au détriment de l'autre, mais les 3 ensemble. Ce qui veut dire que typiquement dans ma business unit, notre priorité c'est l'engagement de nos collaborateurs parce que l'on sait que la conséquence de cet engagement, ce sera des mesures environnementales réussies et des résultats financiers également positifs et aux attentes de ce qui est attendu par nos actionnaires. Donc, si vous voulez, en fait, on fait tout pour aller dans ce sens-là et on s'assure d'être dans une amélioration continue. Et vraiment, l'impact que l'on peut faire, et en l'occurrence depuis les équipes de management que je représente jusqu'aux collaborateurs dans les usines, c'est de se dire que demain peut être toujours meilleur qu'aujourd'hui. C'est le même principe qu'on a utilisé pour la partie innovation et on le fait ensemble, le côté uni. Donc ça implique pour ma part d'être sur le terrain, donc j'ai choisi d'être sur le terrain depuis le départ, également avec nos équipes de direction, de façon à ce qu'on puisse mieux comprendre les attentes du terrain, arriver à résoudre les problèmes quand ils sont là et certaines fois depuis un certain temps, et réussir à créer des boucles positives de façon à améliorer le quotidien de nos collaborateurs, les motiver plus, et de façon à ce que cette motivation, à la fin, elle se répercute sur la satisfaction des clients. Très bien, on va passer à la question de l'hémicycle, si vous le voulez bien. Cette fois, c'est vous qui allez parler, qui allez nous dire ce que vous avez envie de leur dire à ces hommes politiques aujourd'hui avec cet enjeu ô combien stratégique de l'électrification. C'est juste après le jingle. La question de l'hémicycle, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à nos hommes politiques aujourd'hui, à nos gouvernements ? Il y a urgence à électrifier, en tout cas à renouveler, à faire plus durable. C'est à vous, vous avez 2 minutes et c'est face caméra droit dans les yeux. Dans un monde où le réseau électrique durable est le bien commun, et en l'occurrence en France, comment faire pour que la construction et la modernisation de ce réseau électrique soit fait par des industriels en Europe, dont la France, pour l'Europe? Voilà, donc c'est une question posée.
On aura la réponse, j'espère, bientôt. Merci beaucoup, Eliette Roux, d'être venue dans On se dit tout, décideur engagé. Vous êtes une décideuse engagée, en tout cas. Merci à vous pour votre fidélité. C'est la fin de On se dit tout et on se retrouve évidemment très très bientôt pour un prochain numéro. Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir.